Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Simplement Autiste. Aujourd'hui, nous allons parler de la sensorialité autistique et je vais m'adresser, ou le dire très clairement, aux non-autistes. Car faire un podcast entier sur la sensorialité à destination des autistes, c'est pas très pertinent, car ça correspond à notre quotidien, à notre réalité. Par contre, ça l'est complètement et c'est même nécessaire quand je m'adresse directement et de manière ouverte aux non-autistes parce que, ça correspond à notre réalité, notre perception du monde et ça influence absolument tout, y compris nos rituels, nos habitudes, nos comportements ou en tout cas certains et à défaut de voir des problèmes de comportement comme je l'ai dit dans les épisodes précédents, on va aborder ça sur des aspects sensoriels notamment et là ça va permettre de comprendre et de s'adapter en fonction. Lorsque je vais parler de sensorialité, j'évoque tout naturellement la perception, les sens, tout ce qui va être sensitif. Dedans, on comprend l'auditif, donc l'ouïe, le gustatif, donc le goût, la bouche naturellement, le visuel, qui va être la vision, ce que l'on voit, le toucher, qui correspond au tactile, l'olfactif, qui correspond à ce que l'on sent, la proprioception, qui est la capacité à percevoir son corps dans l'espace, en mouvement ou immobile, en entier ou par fragments, et le vestibulaire, qui correspond à l'équilibre du corps d'une manière générale. Tous ces sens-là vont se situer soit dans l'hyposensibilité, soit dans l'hypersensibilité, et ça j'y reviens juste après. Notre perception sensorielle va être différente. Elle ne va pas forcément être déficiente, elle ne va pas être nécessairement problématique, elle va être différente et implique une certaine approche, une certaine compréhension de celle-ci. Déjà, sur cette différence-là, la perception sensorielle va être ce qu'on appelle fragmentée. Si je peux faire un exemple et une analogie un petit peu facile, on va faire celle du puzzle. Pour un autiste, c'est comme si on le construisait d'une manière normale, lorsque l'on a une image en tête. C'est-à-dire qu'on va prendre d'abord les détails et ensuite on va former une image complète avec. Chez un non-autiste, ça va être l'inverse. Vous allez voir l'image et une situation dans son ensemble et petit à petit vous concentrer sur l'analyse d'un détail ou d'un autre. Et c'est aussi très largement influencé par le contexte. Pour ça, par exemple, j'ai eu un rendez-vous chez l'ORL il y a quelques mois, avant une opération, peu importe et avec le stress, il y avait la rép les respirations d'une personne dans la salle d'attente qui m'étaient véritablement insupportables. Très, très bruyantes, très saccadées et c'était en train de me surcharger doucement, sûrement, influencé par le stress. Par contre, j'ai osé lever la tête et vu que cette personne avait un souci anatomique et elle avait subi une trachéotomie. De voir, cet apport contextuel en fait, ni plus ni moins, j'ai pu prendre sur moi et mon cerveau l'a tout de suite analysé comme une chose normale et pas juste une chose insupportable. Et là, j'ai pu redescendre doucement, mais ça, c'est un exemple apporté par le contexte. C'est important, mais c'est peut-être un petit peu trop fin pour des autistes en matière d'analyse. Mais faites attention à ça. Le contexte, c'est important et on y reviendra assez souvent. La perception va également être sans filtre, c'est-à-dire qu'on va tout percevoir sur le même niveau, alors que les non-autistes vont avoir des filtres naturels et certains bruits, on va dire d'ambiance, certains brouhahas vont être relégués en arrière-plan, alors que nous, on va tout subir au même niveau. Une conversation et tous ces bruits d'arrière-plan pour ne prendre que l'exemple de l'auditif. Je vais faire un petit crochet par, le rappel de ces 7 sens qui va être justement l'auditif, le gustatif, le visuel, le toucher, l'olfactif, la proprioception et le vestibulaire. Tous ces 7 sens vont être soit dans l'hypersensibilité, soit dans l'hyposensibilité, donc c'est une sensibilité qui va être plus faible, soit il va y avoir une coexistence de l'hyper et de l'hyposensibilité. On va prendre l'exemple chez moi dans mon profil sensoriel, que ce soit au niveau de l'ouïe, du toucher ou du visuel, je suis à la fois hyper et hyposensible et cela a quelques implications. Prenons l'exemple du toucher. Me concernant, dès qu'on va me toucher la peau de manière douce, ça va énormément me déranger, ça peut même être assimilé à une douleur. Pareil pour l'ouïe, certains sons vont être véritablement horribles. Ou encore pour le visuel, des lumières fortes ou la lumière du soleil vont m'éblouir et être très
douloureuse. Par contre, à côté de ça, lorsque l'on aborde par un aspect hyposensible, au niveau du toucher, je vais préférer les contacts plutôt forts, les pressions plutôt profondes, comme quand je suis chez le kiné. Pour l'ouïe, je vais parfois m'exposer à certains sons avec des vibrations particulières, souvent très graves et souvent très fortes. Ce n'est pas incompatible avec la nécessité d'un casque anti-bruit, par exemple, et ça, j'y reviendrai par la suite. Ou pour le visuel, je vais être attiré par certains reflets, par certaines brillances, par certains phénomènes. Par exemple, un rayon de soleil à travers un rideau qui va éclairer de la poussière, ça me fascine complètement. Et là, justement, on est dans la recherche d'une stimulation pour avoir un côté visuel qui va être satisfait et donc nous serons dans l'hyposensibilité. Par contre, il y a un aspect important à prendre en compte, c'est le cas d'une crise autistique. Dans ces cas-là, toutes mes hypersensibilités sont au maximum et en même temps et tout devient absolument insupportable. Ça a des applications très, très importante, mais ça, j'y reviendrai juste après. Avant ça, je vais insister un petit peu plus sur l'absence de filtre. Lorsque je vous ai évoqué la perception différente, j'ai dit qu'elle était fragmentée, qu'il y avait une importance de contexte, mais qu'il y avait aussi une absence de filtre. Et ça, c'est un point qui est essentiel et important. Chez les autistes, la perception se passe sur le même niveau. Il n'y a pas de filtre qui est là de manière automatique. Très sincèrement, je ne saurais pas vous dire à quoi ça ressemble, car dans ma perception, il n'y a pas de filtre. Et par contre, l'absence de filtre justement va impliquer qu'il y a des filtres qui vont devoir être conscients, qui vont devoir être importants, qui vont être extrêmement énergivores. Chez les non-autistes qui ont des filtres, vous allez avoir de la fatigue qui va venir, sans pour autant vous apercevoir que ça vient d'une stimulation sensorielle en particulier ou d'un ensemble de stimulations sensorielles. On peut prendre l'exemple des magasins, quand on fait les courses, je suis certain que même les non-autistes vont être fatigués après une énorme séance de courses, y compris le samedi, où j'imagine que c'est absolument effroyable parce que personnellement, je vais éviter le samedi. Il y a beaucoup trop de monde, beaucoup trop de bruit, beaucoup trop d'odeurs, beaucoup trop de sensations qui vont se mélanger sur le même plan et qui vont être extrêmement épuisants. Même chez un enfant autiste, vous avez effectivement parfois, des crises qui vont se déclencher en magasin. C'est normal, il y a trop en même temps. Même si pour un non autiste, ça paraît être quelque chose de normal, si vous concentrez un petit peu dessus, vous allez vous rendre compte que ça va vraiment vous fatiguer après. Pour nous, ça nous fatigue beaucoup plus vite, ça va être beaucoup plus douloureux dans son sens physique, comme dans son sens, bon sensoriel, on va dire dans notre tête, mais oui, c'est dans notre tête notamment. Cela va avoir beaucoup d'implications. Pour ça, il y a quelques outils qu'on pourra mettre en place, mais c'est pas encore le moment. Je veux insister vraiment là-dessus, l'absence de filtre est quelque chose qui va être très difficile et primordial à prendre en compte. Même quand vous baladez en ville, même quand vous faites quelque chose d'agréable, dès lors qu'il y a tout qui vient en même temps, ça peut être une bonne chose quand c'est recherché, comme une mauvaise chose lorsque c'est subi. En insistant un petit peu sur la stimulation sensorielle et sa catégorisation, nous avons d'un côté celles qui vont être recherchées. Ce qu'on pourrait appeler, ou en tout cas ce que j'appelle en général dans ma tête et parfois dans mon contenu, la surstimulation qui va être volontaire. On peut prendre l'exemple de moi qui vais dans un bar que j'adore avec beaucoup de bruit, de la musique, beaucoup d'odeurs, ou quand je vais par exemple dans des thermes en Allemagne, quand il y a des saunas avec beaucoup de chaleur, avec de l'eau extrêmement froide, avec beaucoup de visuels, avec, beaucoup de sensations, notamment sur la peau, au toucher. Ce vont être des surstimulations que je vais apprécier. Je vais chercher à atteindre un haut niveau de stimulation à ce moment-là, mais par contre, ce sera volontaire. À l'opposé, nous avons celles qui vont être subies et qui vont déboucher à une surcharge sensorielle de manière beaucoup plus rapide, car ce seront des sensations qui vont être extrêmement désagréables. Je ne dis pas que lorsqu'il y a surstimulation qui va être recherchée, il n'y aura pas de surcharge. Tout au contraire, mais par contre, le biais qui va permettre, ou en tout cas qui va entraîner le fait d'atteindre cette surcharge, va être différent. Lorsque c'est subi, ça peut mener beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement, si c'est, le bon terme pour le dire, à une crise autistique, qu'elle soit un effondrement ou une crise qui va ressembler à de la colère, alors que nous serons dans une crise autistique. Dans les 2 cas, y compris dans le cas d'une bonne journée, ça va consommer énormément d'énergie, énormément.
Bah, justement d'énergie, tout simplement. Après ça, que ce soit dans une bonne journée ou dans une mauvaise journée, dans une activité que l'on va adorer comme dans une activité qu'on va subir, il va être important de s'isoler et de se rapprocher de ces rituels. Ça, pour pouvoir redescendre doucement dans sa surcharge et pouvoir se remettre à un niveau supportable. C'est autant important pour les adultes que ça l'est pour les ados et vous le verrez encore plus, ça l'est pour les enfants. Dès que vous êtes un petit peu attentif, au comportement de votre enfant, à ses stimulations et à ses sensibilités sensorielles, vous allez pouvoir agir en, prévoyance, en anticipation pour, pour pouvoir supporter au mieux ses besoins et les vôtres, hein. N'oubliez pas que vous restez une personne, c'est important. On voit souvent en commentaire, que ce soit sur des comptes de parents, parce que je les ai aussi dans mes pour toi sur TikTok, que dans mes commentaires, il y a parfois, cette récurrence du: «Nous avons passé une très bonne journée en faisant des choses qu'il adore ou qu'elle adore et par contre, à la fin de la journée, ils sont insupportables, intenables, ça part en crise, ça part en pleurs». Mais c'est complètement normal. Même moi, en tant qu'adulte, même après une très bonne journée, même après une très bonne soirée, si après cette surstimulation que je vais rechercher, je subis des stimulations ou des choses, qui vont contre mes besoins et qui sont au-delà de mon seuil de fatigue, fatalement, je vais être irritable, je vais être, beaucoup plus à cran et je vais me placer dans une hypersensibilité qui peut mener à une crise malgré la bonne journée que j'aurais passée. Beaucoup de comportements et de rituels sont directement liés justement à cette sensorialité et à nos hyposensibilités et à cette coexistence des 2. Ça rend important, le fait de faire un profil sensoriel ou au moins être attentif aux sens qui sont stimulés ou aux comportements qui vont déclencher, par exemple, le fait de rejeter un contact tactile, le fait de ne pas supporter une odeur, de ne pas supporter un jouet en particulier, de ne pas supporter un aliment, peut venir du côté sensoriel. D'où l'importance du profil sensoriel que l'on peut faire avec un ergothérapeute ou certains neuropsychologues qui vont être spécialisés. Ça nécessite également d'être attentif à l'environnement sensoriel et ça touche absolument tout domaine et à tous les âges, y compris en entreprise. Pour un adulte autiste qui va se trouver en entreprise et particulièrement en open space, cela va être une catastrophe d'un point de vue sensoriel. Et même si cela touche l'autiste, cela touche également les non-autistes qui vont être moins performants, qui vont être beaucoup plus fatigués et beaucoup plus irritables. Donc même si nous, nous supportons, certaines surcharges en premier, cela touche également les non-autistes et donc l'environnement sensoriel et cette approche sensorielle de l'environnement et de la réalité est extrêmement important. C'est un biais d'approche que l'on retrouve être comme très intéressant car il permet d'avoir quelque chose de constructif pour beaucoup de comportements, de rituels et d'habitudes et ça c'est je trouve ça véritablement génial en fait. Ça permet d'être, bienveillant si cela, peut avoir un quelconque intérêt, pour ce mot, parce qu'il est un peu trop utilisé, surtout sur LinkedIn, c'est assez insupportable. Mais par contre, cela permet, disons, d'être pragmatique, d'être intellectuel, d'être intelligent. Les comportements et les rituels, pour les apaiser et pour réguler vont être très importants. Hem, L'approche sensorielle et justement certains comportements peuvent signaler une surcharge. Que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les ados, que ce soit que pour les adultes, pardon, et que l'on soit verbal ou non. Et c'est encore plus important pour les enfants qui vont être non-verbaux. Si vous apercevez qu'il y a un stimulus qui va être, constant ou en tout cas régulier, il y a une réaction qui va être immédiate et forte, c'est que ce stimulus est insupportable et associez-le tout de suite dans votre esprit à une douleur qui peut être physique. Car c'est la réalité, ça peut être une douleur physique. Un moment, j'étais au bord d'une surcharge, avec, bon, suite à un énorme problème, j'avais déjà fait une première crise, dans la journée et une dame, par un geste de pseudo-compassion, m'a touché, alors que je lui avais dit 3 fois: «Ne vous approchez pas, ne me touchez pas». Malheureusement, pour faire comme si, elle m'a touché l'épaule. À ce moment-là, j'ai ressenti comme une espèce d'énorme tsunami, une douleur physique extrêmement intense, car elle m'a
touché, ça a été un contact tactile et ça a déclenché une nouvelle crise car j'étais déjà en surcharge et il ne manquait qu'un tout petit peu avant de déclencher une nouvelle crise et petite parenthèse donc sur le consentement, ne touchez personne sans son accord. Personne, jamais, même un proche, hein. C'est ça me semble évident, mais ça l'est pas pour tout le monde. Donc, en cas de surcharge, il est important de s'isoler, de se mettre éventuellement, ou de mettre la personne dans sa chambre ou dans un endroit à part, seul et en étant à l'écoute avec, peu ou pas de lumière, de préférence pas de lumière, mais si la personne, n'aime pas le noir, dans ces cas-là, une lumière faible, voire une petite lumière, peut être très, très bien. Mais par contre, le fait de pouvoir s'isoler pour reprendre sur soi, pour pouvoir, redescendre en surcharge est très important et ça associé à tous les outils qui existent, pour pouvoir redescendre et supporter ou repousser des seuils de tolérance. Nous avons déjà beaucoup d'informations et je sais très bien que ça peut être difficile à appréhender car, penser cette sensorialité, essayer de l'imaginer, c'est un petit peu comme être bilingue. Vous devez réfléchir dans votre propre sensorialité et essayer d'imaginer ce que peut représenter celle des autres, que ce soit un autiste, que ce soit un non autiste et c'est là que va se situer le principal problème et la principale difficulté. Pour autant, elle est extrêmement importante et permet de comprendre beaucoup de comportements. Et ça, je le vois très régulièrement et c'est assez insupportable quand vous dites qu'une personne va crier, va taper des choses ou avoir des comportements répétitifs comme des balancements, comme des stimes, enfin des stimes d'ailleurs qui soient, qu'importe sa catégorie. C'est souvent pour pouvoir se réguler ou exprimer une douleur ou exprimer une difficulté. S'intéresser à l'environnement sensoriel, y apporter des outils, c'est primordial et justement, en parlant d'outils, on va commencer par dire qu'ils sont absolument indispensables et oui, cela représente un certain investissement et oui, être autiste, bah, ça coûte cher et ça, c'est important de le comprendre et de l'anticiper. Mais alors, qu'est-ce que l'on peut apporter comme outil? Celui qu'on voit le plus facilement et le plus régulièrement, ça va être soit les bouchons d'oreilles qui vont permettre de stopper le son, de le réduire ou de réduire les fréquences que l'on peut entendre, comme ça existe chez Flair Audio ou chez Loop, il me semble. Ou encore la couverture lestée qui va aider pour le tactile, la proprioception et le vestibulaire. La couverture lestée va permettre de se recentrer, va permettre de calmer l'anxiété certes, mais est aussi extrêmement utile lorsque l'on a besoin de s'isoler ou lorsque l'on a besoin de dormir ou de pouvoir reprendre sur soi, de pouvoir se recentrer et de rassembler les différents éléments de son corps en un seul et même corps. On va retrouver également pour le visuel la casquette et les lunettes de soleil qui peuvent être très, très importants pour éviter l'éblouissement et les lumières trop fortes, que ce soit de jour ou de nuit, peu importe. On peut également retrouver, bah, pour l'olfactif, le masque avec une odeur qui va être agréable dedans. Il existe beaucoup d'outils. De toute façon, il vaut mieux être à l'écoute, en tester certains, mettre de côté ceux que vous estimez ne pas fonctionner et par contre essayer de tâtonner pour trouver ce qui va être le plus efficace. Dans tous les cas, ils vont être indispensables. Pour le casque, personnellement, je n'ai pas de casque, ce que l'on appelle passif, donc les casques chantier. J'utilise un casque à réduction active de bruit, donc qui fonctionne avec une batterie, qui est un logiciel interne qui récupère les sons extérieurs, qui va les trier et ça me permet de réduire énormément, de jouer les filtres et en plus de ça, ça me met en avant la conversation la plus proche et comme ça, je peux avoir une conversation normale, dans n'importe quelle circonstance et c'est très, très pratique. Par contre, ça représente un coût important et ça, c'est à anticiper, mais sur cet aspect-là, personnellement, j'ai préféré économiser plutôt que d'acheter quelque chose qui ne conviendrait pas, que ce soit en termes de confort ou d'efficacité et ça, vous devez le prendre en compte pour absolument tous les outils. C'est important, c'est vraiment très, très important et qu'importe l'âge. C'est important. Et alors, personnellement, oui, donc j'ai le casque anti-bruit avec réduction active de bruit. Je ne donnerai pas la marque parce que je ne ferai pas de placement de produit. J'ai une couverture lestée, j'ai mes lunettes de soleil avec des verres polarisés et j'ai souvent une casquette quand je suis en extérieur. Je vais souvent porter un masque
et ça va jouer énormément. Je vais beaucoup porter de vêtements serrés, voire très serrés, pour compenser mon hyposensibilité parce que j'aime bien ce contact, et ça aide au niveau de la proprioception. Par contre, lorsque je suis en hypersensibilité au niveau tactile, je vais être tout nu, quasiment tout le temps. Ça peut être assez déconcertant, ça existe aussi beaucoup chez les TDAH, mais je vais fréquemment être tout nu. Voilà, ça, il faut se l'enfoncer dans le crâne. Apprenez juste à vos enfants la bienséance, de ne pas le faire n'importe quand, mais sinon ne leur apprenez pas la pudeur, c'est voué à l'échec, soit ce serait contre-productif. Le but des outils est tout simplement d'économiser de l'énergie. Ça va permettre de repousser le seuil de fatigue, de repousser donc le seuil de tolérance et ça va également aider à descendre en cas de surcharge. Donc quand on n'a pas encore atteint la crise et qu'on va être au bord de la surcharge, ça va nous permettre de redescendre et de reprendre sur nous pour, justement pour prendre sur nous et ça, ce sera au sens le plus littéral de terme, ou ça va nous aider également à sortir d'une crise. Ce qui va ressembler intérieurement lorsque, on va être en surcharge, je dirais que, soit une décomposition, donc on ne va plus sentir son corps, ou le sentir se décomposer, c'est-à-dire se séparer comme un puzzle. Ça peut être difficile à imaginer, mais c'est à ça que ça ressemble, ou à un véritable tsunami sensoriel de tous les sens en même temps, comme si vous subissiez une vague qui va vous atteindre au niveau physique de l'intégralité des sens. Tout va être éblouissant d'un seul coup, tous les sons vont être une, douleur absolument atroce et tout va être ressenti en même temps, toutes les conversations, tous les bruits de fond et donc il sera important de ne pas parler, sauf, si la personne autiste vous exprime par mots-clés ou vous pose des questions rapides par mots-clés, mais répondez par un seul mot et de manière directe. C'est très, très difficile à imaginer. Je le conçois, mais c'est très, très, très important de vous donner ces images et vous que vous gardiez ces analogies et ces exemples en tête. Je vais, conclure maintenant parce que je préfère vous laisser l'opportunité de réécouter ce podcast pour pouvoir intégrer les différents éléments plutôt que de vous apporter des éléments supplémentaires. Mais par contre, c'est important d'avoir cette approche au niveau sensoriel parce que cela touche absolument tous les domaines, y compris la vie en entreprise, donc le travail. Ça va toucher le fait de pouvoir faire les courses, de pouvoir, vivre chez soi, que ce soit sur des aspects positifs ou qui vont être négatifs. Ne vous étonnez pas lorsque vous voyez une personne autiste qui va aller en boîte de nuit, mais par contre qui va râler quand c'est dans un bar qui ne lui convient pas. Ou dans un club de gym dans lequel, il y a une musique qui ne convient pas en termes de rythme et qui sera en plus trop forte, car il y aura nécessité parfois de visualiser certains mouvements ou de pouvoir se retrouver dans des sons qui nous conviennent, qui sont agréables. Cela va porter sur absolument tout, y compris les troubles de l'oralité alimentaire quand on voit au niveau tactile et donc on pourrait l'étendre au niveau des troubles de l'oralité parce que cela ira beaucoup plus loin que le simple alimentaire. Et ça, je rentrerai pas dans les détails. Quand vous êtes adulte, vous pouvez très, très bien traduire le propos. Cela influencera absolument tout, y compris les soins médicaux. Lorsque l'on a un problème en matière de perception de la douleur, qu'elle soit justement très difficile à percevoir ou beaucoup trop sensible, cela, va influencer les diagnostics en matière de maladie, en matière de blessures et donc il sera important d'être attentif à ces petits détails et de demander plutôt qu'est-ce qui sort de la normalité et donc de l'habitude de cette personne. Car la normalité est un terme qui est quand même très, 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 subjectif. Je vais m'arrêter là. Par contre, vous pouvez me contacter donc sur mon TikTok directement sur, adrien.simplement ou sur mon adresse Gmail qui est attribuée pour ce podcast, qui est simplementadrien@gmail.com. Je le rajouterai en description du podcast et n'hésitez surtout pas à me poser des questions. C'est toujours intéressant, ça me permet de construire. Par contre, lorsque vous avez Spotify, vous avez aussi un outil qui vous permet de poser des questions sous forme de vocal. Ça me permet de pouvoir l'utiliser directement
dans mes podcasts futurs et pour les prochains épisodes, je vous ferai la surprise. Ce sera aussi en lien avec du sensoriel, car avec le sensoriel, j'en ai pas fini. Ça abordera beaucoup d'aspects, dont je parlerai avec des trigger warnings, quand ça concernera des sujets d'adultes. À très bientôt.